J'étais copilote ce soir-là, sur un vol de nuit régulier entre l'Europe et l'Afrique. C'était censé être une traversée sans histoire, l'une de ces longues lignes où les passagers dorment et où le temps s'écoule lentement derrière les vitres obscures. Le ciel était clair, les instruments impeccables, la route dégagée. Rien n'annonçait ce que nous allions vivre. Le commandant avec qui je volais, appelons le capitaine Laurent, était un homme posé, méthodique, le genre de pilote qui inspire confiance dès qu'il s'assoit dans le cockpit. Après le décollage, nous avions rapidement atteint notre altitude de croisière. Le pilote automatique gérait l'avion, et nous ne faisions que surveiller nos écrans et bavarder calmement. Pendant près d'une heure et demie, tout s'est déroulé de manière absolument normale. Les moteurs ronronnaient comme une berceuse, les étoiles scintillaient sur l'horizon, et la cabine était silencieuse. Mais soudain, l'interphone a vibré. La voix d'une hôtesse s'est élevée, hésitante. « Capitaine, excusez-moi. Nous avons un passager qui agit de façon étrange. » Laurent a pris le combiné d'un geste calme. Quel genre d'étrange? Il est ivre? Non, il n'a rien bu, mais il paraît très nerveux. Il regarde sans cesse par le hublot et murmure des choses incompréhensibles. Les autres commencent à s'inquiéter. J'ai échangé un regard avec le capitaine. Ce n'était pas inhabituel qu'un passager fasse une crise d'angoisse en vol, surtout de nuit. Mais le ton de l'hôtesse trahissait une véritable inquiétude. « Essayez de le calmer », a dit Laurent. « Dites-lui que tout va bien, que le temps est clair. Nous ne pouvons pas faire grand-chose d'ici. » Elle a acquiescé et a raccroché. Nous avons repris notre surveillance, mais quelque chose dans sa voix m'avait laissé une impression bizarre. Une vingtaine de minutes plus tard, l'interphone a de nouveau sonné. Cette fois, la voix de l'hôtesse tremblait franchement. « Capitaine, je suis désolé, mais l'homme insiste. Il dit qu'il faut absolument vous parler, qu'il y a quelque chose dehors que nous ignorons. » J'ai vu le visage de Laurent se crisper légèrement. Il n'aimait pas ce genre de distraction. Pourtant, il a répondu. Qu'il reste assis. Je ne peux pas ouvrir la porte du cockpit. Mais je peux l'écouter par le haut-parleur, devant. Amenez-le là, mais restez près de lui. Quelques minutes plus tard, une voix est parvenue à travers l'interphone, agitée, haletante. Capitaine, copilote. Je vous en supplie, regardez dehors. Ce n'est pas normal. Quelque chose nous suit. Je me suis figé. Derrière ces mots, il n'y avait pas de folie théâtrale, mais une terreur brute. J'ai échangé un regard avec Laurent. Lui, impassible, fixait ses instruments, mais je savais qu'il écoutait attentivement chaque mot. « Monsieur, répondit-il enfin d'une voix ferme, nous sommes en altitude de croisière, l'air est parfaitement calme. Il n'y a rien d'anormal à signaler. » Le passager insista, sa voix vibrante de peur. « Non, capitaine, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une turbulence. Ce n'est pas un nuage. J'ai vu des lumières. Elles ne sont pas naturelles. Elles se déplacent comme si elles savaient que nous étions là. » Un frisson m'a parcouru. Pourtant, par réflexe, j'ai regardé à ma droite, vers l'immensité noire ponctuée d'étoiles. Rien, absolument rien. Seulement le vide et la lueur stable de la voûte céleste. Des lumières? Répétai-je malgré moi. Oui, 3 points, d'abord immobiles, puis soudain alignés, comme une formation. Et maintenant elles nous suivent. Dans le silence tendu du cockpit, on entendait sa respiration haletante par l'interphone. Laurent soupira, prit une seconde pour réfléchir, puis me fit signe de vérifier le radar météo. J'ai parcouru l'écran, scrutant chaque écho. Rien. Pas de trafic, dis-je. Aucun appareil dans notre zone. Le passager reprit, désespéré. Vous ne comprenez pas. Elles sont là, mais vos écrans ne les voient pas. Tournez la tête. Regardez bien à 10 heures, juste à gauche du nez. J'ai obéi, plus par curiosité que par conviction. Au début, je ne distinguais rien. Puis, mon cœur fit un bond. 3 points pâles, minuscules, comme des étoiles, mais plus proches. Beaucoup plus proches. Et ils bougeaient. Lentement, mais sûrement. « Capitaine, murmurai-je. Je crois que je vois quelque chose. » Laurent tourna enfin la tête. Ses yeux, d'abord sceptiques, s'écarquillèrent à leur tour. Les 3 lumières formaient un triangle parfait et semblaient glisser dans notre direction. Un silence pesant s'abattit dans le cockpit. Le passager éclata. « Vous voyez maintenant? Je ne suis pas fou. » Laurent reprit son calme et appuya sur le micro. « Ici le vol 327. Contrôle, avez-vous du trafic signalé dans notre secteur ?» Le silence radio dura plus longtemps que prévu, puis une voix neutre répondit. « Negative, 327. Aucun trafic à proximité immédiate. Votre route est dégagée. »
Je sentis mes mains devenir moites. Parce que, quoi que disent les écrans, quelque chose, là dehors, nous accompagnait. Le temps semblait s'étirer. Les 3 lumières continuaient à flotter, parallèles à notre trajectoire. Elles n'accéléraient pas, elles ne reculaient pas. Elles restaient simplement là, comme si elles nous observaient. Je sentais la tension grimper. Chaque seconde de silence rendait l'air plus lourd. Laurent, lui, gardait les mains fermes sur les manettes, mais je remarquais à la crispation de sa mâchoire qu'il luttait pour rester impassible. « Contrôle », répéta-t-il, nous avons visuel sur 3 lumières non identifiées, secteur 10 heures, distance indéterminée. Pouvez-vous confirmer ? Un nouveau silence, puis la voix de l'opérateur, légèrement troublée. 327, nous ne détectons absolument rien. Vous êtes seul dans ce couloir aérien. Le passager éclata de rire nerveux dans l'interphone. Seul. Vous appelez ça seul ? Elles sont juste là, bon sang. Elles nous encerclent. Je clignai des yeux. En effet, le triangle n'était plus immobile. Les 3 points s'étaient écartés, dessinant maintenant une sorte de demi-cercle qui nous précédait. Comme s'il voulait bloquer la route. « Capitaine, dis-je, il change de position. » Laurent inspira profondément, puis répondit avec calme. « D'accord. On garde notre cap. Pas de manœuvre brusque. »« Vous êtes fou !» cria le passager. « Si vous continuez tout droit, ils vont. » Sa voix s'interrompit brusquement. Parce qu'à cet instant, les 3 lumières se mirent à briller plus fort. Un halo bleuté enveloppa leurs contours, comme si elles dégageaient une énergie invisible. L'espace devant nous paraissait se déformer légèrement, tel un mirage. J'avais la gorge sèche. C'est impossible. Laurent posa une main ferme sur mon bras. Du calme. Tant qu'elle ne change pas de cap, nous non plus. Le passager soufflait fort, comme pris entre panique et résignation. Puis, à voix basse, il lâcha. Elles testent vos nerfs. Ne leur donnez pas ce qu'elles veulent. Ignorez-les. Ces mots résonnèrent en moi avec une étrange justesse. À ce moment-là, l'une des lumières accéléra soudain, filant parallèlement à notre aile gauche, à une distance que j'aurais juré inférieure à 1 kilomètre. Je vis distinctement la traînée lumineuse qu'elle laissait derrière elle, comme une comète silencieuse. J'eus le réflexe de tendre la main vers la radio, mais Laurent m'arrêta net du regard. Non, on ne panique pas. Le passager acquiesça faiblement, comme si, pour la première fois, il se sentait compris. Et alors, lentement, presque avec grâce, les 3 lumières reprirent leur formation triangulaire, puis s'élevèrent vers le haut, droit dans les étoiles, jusqu'à disparaître totalement. Nous sommes restés muets. Seul le ronronnement régulier des moteurs emplissait à nouveau la cabine. L'atterrissage fut si normal qu'il en paraissait irréel. Le train sortit, les roues touchèrent la piste en douceur, et l'avion ralentit sans la moindre secousse. Tout semblait appartenir à la routine, à la banalité d'un vol de nuit. Mais dans nos cœurs, rien n'était ordinaire. Quand les moteurs se turent, un silence étrange envahit le cockpit. Laurent soupira, passa la main sur son front humide de sueur et murmura. On dirait que c'est fini. Mais rien n'était fini. J'ouvris la porte du cockpit, décidé à vérifier le passager qui nous avait alertés. Je m'attendais à croiser son regard, à lire sur son visage une réponse, peut-être même une explication. Mais en avançant dans la cabine, mon sang se glaça. Le siège 14A, celui où il s'était assis, était vide. Complètement vide. Pas de bagages, pas de manteau, pas même un signe de son passage. Les hôtesses se regardaient, interloquées. La chef de cabine, pourtant méthodique et expérimentée, balbutia. Je l'ai vu. Je vous jure que je l'ai vu. Il parlait, il criait, il s'est assis là. Laurent nous rejoignit. Son visage, d'ordinaire si calme, affichait une gravité inhabituelle. Tu l'as vu, toi aussi, n'est-ce pas? Ce n'était pas une hallucination collective? Je hochai la tête. Comment near? Nous avions parlé avec lui. Nous avions entendu sa voix tremblante puis calme. Nous avions vu son corps trembler devant la porte du cockpit. Et pourtant, la liste officielle des passagers était formelle. Aucun nom ne correspondait à ce siège. Alors que les passagers descendaient un à un, insouciants, souriant parfois, comme si le vol n'avait été qu'un simple déplacement, nous restions figés à côté du siège vide. Ce vide avait plus de poids que tous les bagages de la soute réunie. Lorsque le dernier voyageur eut quitté l'appareil, nous avons attendu, espérant encore qu'il réapparaisse soudain, comme si de rien n'était. Mais il n'y eut que le bruit du nettoyage, l'odeur du kérosène et le néon froid de l'aéroport. Nous nous sommes finalement retrouvés dans la salle de repos. Le reste de l'équipage parlait à voix basse, troublé, mais personne n'osait formuler ce que nous pensions tous. Laurent, lui, resta silencieux longtemps,
ses yeux fixés sur un point invisible. Puis il dit d'une voix grave. Peut-être qu'il n'était pas là pour voyager. Peut-être qu'il était là pour nous guider. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds comme une vérité qu'on devine sans pouvoir l'expliquer. Je frissonnai, car malgré l'absurdité, malgré la peur et le mystère, un fait demeurait, nous étions vivants. L'appareil avait atterri sans encombre. Tous les passagers, du moins, ceux dont le nom figurait dans le registre, étaient sains et saufs. Et surtout, le nuage où cette chose avait disparu. Le lendemain, je consultai compulsivement les rapports météo. Rien. Aucun signalement d'anomalie, aucun écho étrange sur les radars officiels. Le ciel, selon les archives, avait été parfaitement clair cette nuit-là. Et pourtant, chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette masse noire, immense, effaçant les étoiles comme une gomme sur une feuille. Je revois le regard de cet homme, ses larmes, son calme soudain lorsqu'il a compris que nous voyions à notre tour. Depuis ce jour, chaque vol de nuit est différent. Les passagers s'endorment, les hôtesses chuchotent, les moteurs ronronnent comme toujours. Mais moi, derrière la vitre du cockpit, je scrute l'horizon avec une crainte sourde. Car j'ai compris une chose, le ciel ne nous appartient pas totalement. Il y a autre chose là-haut. Quelque chose qui observe, qui attend. Et je n'oublierai jamais les derniers mots de cet homme, prononcés avec une voix étrange, presque apaisée. Maintenant, vous savez, faites comme si de rien n'était. Nous avons survécu en suivant son conseil. Mais parfois, au-dessus des déserts ou des océans, lorsque les étoiles disparaissent derrière une tache de noirceur trop parfaite, je sens de nouveau ce regard invisible. Et je remercie en silence cet inconnu. Car, d'une manière ou d'une autre, c'est grâce à lui que nous sommes toujours là pour raconter l'histoire.